Vous faites donc là allusion à l'intitulé de ma thèse. Pour la reprendre très exactement, c'est pouvoir, idéologie et retoponymisation. Et donc, j'analyse les rapports entre les trois là. Pouvoir, idéologie et retoponymisation. C'est des termes qui entretiennent des rapports de consubstantialité. Ils se tiennent essentiellement. Et donc, pour ceux qui nous suivent, peut-être, je crois que d'entre les trois, celui qui est un peu le plus compliqué, c'est le dernier, retoponymisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Retoponymisation veut tout simplement dire changement d'un nom d'un lieu. Un toponyme, c'est autrement dit un nom géographique. Ça veut dire les noms d'un lieu. Par exemple, Colonel Ebea, par exemple, Bokassa, par exemple, Zando, par exemple, Stade des Martyrs. Ça s'appelle des noms géographiques, mais le mot, on va dire scientifique, c'est toponyme. Alors moi, je parle de retoponymisation. Comme vous voyez, ré, qui veut dire refaire. Donc, il y avait un toponyme, on l'a changé, on a donné un autre. Cet acte-là, c'est ce qu'on appelle la retoponymisation. Le fait ou l'action de donner un nouveau nom à un lieu. Voilà, c'est de quoi il s'agit. Et donc, je dis qu'un toponyme, c'est un nom et il a un sens. Il y a un sens qu'on porte un nom. Lorsqu'on décide de dire que cette avenue devant nous s'appelle Colonel Ebea, Colonel Ebea, c'est le nom d'un monsieur, un militaire. Donc, en donnant le nom au Colonel Ebea, ça porte un sens. Et ce sens, il est idéologique, parce qu'il se situe dans une grammaire sociale, sociologique. Donc, il porte, quand on donne un nom, il y a un sens, il y a une idéologie derrière le nom. Mais davantage, quand on change un nom pour un autre, ça ne se justifie pas des raisons idéologiques. C'est-à-dire qu'on considère que le nom qui était là ne vaut plus la peine, on lui donne un autre, il y a derrière une mécanique idéologique. Donc, un toponyme, une retoponymisation, c'est un acte de communication, c'est un projet idéologique. Mais on ne peut pas parler pouvoir, on ne peut pas parler idéologie et pouvoir sans parler de pouvoir. Les pouvoirs développent toujours derrière une idéologie. C'est ce que j'appelle la grammaire sociologique. Il y a une grammaire sociologique pendant un temps donné. Lorsqu'il y a un régime, le régime, le pouvoir, ici le pouvoir, entendu comme régime, entendu comme pouvoir, se développe, ne peut pas se développer sans une mécanique idéologique. Il y a toujours derrière chaque régime une idéologie, on va dire les choses facilement, une grammaire sociologique qui guide les actes qui sont posés par ceux qui tiennent le pouvoir. Donc, vous voyez, il y a un rapport entre les noms des lieux, entre le pouvoir et les idéologies, parce qu'il n'y a pas de pouvoir sans idéologie. Même si on ne les a pas assez formalisés, mais derrière un pouvoir, il y a une logique. C'est cette logique-là que j'appelle ici, on va dire, idéologie. Donc, c'est un acte de communication, c'est un projet idéologique. C'est aussi un acte d'annulation. Quand on donne un nouveau nom, on annule celui qui était là pour un autre. Allez, on ne va pas très loin. Nous-mêmes, on s'appelle Unicic, mais avant ça s'appelait Ifasic et avant ça s'est appelé Isti. Voilà. Chaque fois qu'on change, il y a une idée derrière le changement. Il y a une idéologie derrière. Mais ici, il s'agit d'une idéologie politique parce qu'on parle ici du pouvoir politique. Et donc, je me suis intéressé à ces changements de nos villes, à Kinshasa particulièrement. Et il y en a eu beaucoup. Il y en a eu énormément. Il y en a eu depuis que Léopold II est arrivé ici. Enfin,
n'est jamais venu ici. Les gens qui sont arrivés pour son compte, les Stanley et tout ça, ils ont donné des noms, des lieux à des agglomérations qu'ils avaient trouvées ici. Voilà. Donc, il y a eu un premier changement des noms ici, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont changé, ils ont donné des noms des lieux ici. OK? On appelait ça, par exemple, le pool Stanley. OK? On appelle pool Malébo, on l'appelait pool Stanley, on appelait le pool Ville, tout ça, ce sont des... Voilà. Deuxième séquence dans l'histoire, c'est que quand les Blancs est parti, il y a eu un deuxième moment, la séquence, c'est le moment, ce qu'on appelle, ce que j'appelle dans ma thèse, la séquence de l'africanisation des noms. Donc, on enlève les noms des Blancs, on remet les noms des Africains. Il y a eu cette tendance-là qui commence à partir de 1966, qui remonte. La troisième séquence, c'est ce que j'appelle dans ma thèse la séquence de la cosmopolitisation. Ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec plusieurs noms, et des Blancs et des Noirs, ainsi de suite. Cette séquence intervient, on va dire, autour de la conférence nationale souveraine en 1990. Les trois séquences, je constate donc qu'il y a des noms qui ont changé et je m'interroge alors sur ces changements. Quelle est l'idéologie derrière? Comment ça fonctionne, ainsi de suite. Pour vous montrer, par exemple, un petit exemple pour vous montrer comment les noms des lieux ont changé dans ce pays, il y a le cas le plus emblématique, c'est l'avenue qu'on appelle jusqu'à maintenant, on appelle l'avenue du 24 novembre. Vous la connaissez, non? On l'appelle 24 novembre. Pourtant, elle ne s'appelle plus 24 novembre. Elle s'appelle Libération. Cette avenue, en l'espace de ce temps-là, cette avenue a connu, on va dire, 5 à 6 noms. D'abord, quand on l'a créée, on l'appelait Joséphine Charlotte. Joséphine Charlotte, c'était la sœur du roi Baudouin. Donc, c'était une princesse. Elle s'appelait Joséphine Charlotte. Lorsque les Blancs sont partis, pendant un petit moment, on l'appelait Lumumba, cette avenue. Et puis après, on l'a appelé l'avenue des victimes de la rébellion, des rébellions. Après, on l'a alors appelé 24 novembre. Après, à l'entrée de l'AFDL, on l'a appelé l'avenue du 17 mai. OK? Pour ceux qui connaissent l'histoire, 24 novembre, c'est la prise du pouvoir par Mobutu, le coup d'État. OK? Et en ce moment-là, les Lumumbis étaient déjà en rébellion, ils étaient partis. Pour eux, c'est cette séquence-là qu'ils n'ont jamais admise que Mobutu a pris le pouvoir. Quand ils viennent pour eux, c'est la revanche sur le 24 novembre. Ils appellent ça le 17 mai parce qu'ils ont pris le pouvoir le 17 mai. Mais toujours dans cette mouvance-là, cette avenue s'est aussi appelée Moulélé avant de devenir finalement Libération. Et donc, si vous allez sur cette avenue, on peut trouver des vestiges, hein, peut-être si on les a enlevés. Vous trouvez par moments des écriteaux, je crois au coin de, sur le boulevard, c'est écrit Avenue Moulélé. Vous avancez plus loin, c'est Libération. Voilà, on trouve comme ça des vestiges de toutes ces choses-là. Donc voilà un bel exemple pour montrer que, alors, ces changements, derrière ces changements, il y a toujours une logique. C'est cette logique-là que je vais en train d'interroger. Il y a une logique derrière. Parce que chaque régime, chaque pouvoir a une grammaire sociologique qui guide les noms. Par exemple, vous avez ce qu'on appelle le stade des martyrs. On appelle stade des martyrs de les martyrs de la Pentecôte. Les martyrs de la Pentecôte, c'est 4 personnes qu'on a tuées, 4 politiciens qu'on a tués, qu'on a pendus à cet endroit-là en 66. Quand on les a pendus en 66, pendant ce qu'on appelait la Deuxième République, jusqu'il y a peu avant que l'APL n'entre, on les appelait les conjurés de la Pentecôte. Les conjurés, ça veut dire les gens qui ont fait un complot contre la République. Parce que pendant ce temps-là, la logique, la grammaire veut que ces gens-là complotaient contre la République. Mais après le départ du maréchal à l'entrée de l'ADL, on appelle ces gens-là les martyrs. Vous voyez ce que j'appelais l'idéologie? Les mêmes personnes, le même acte, il est qualifié différemment selon qu'on se trouvait pendant la Deuxième République ou alors qu'on se trouve maintenant. Donc derrière
les changements des noms des lieux, il y a énormément de l'idéologie derrière. Et c'est ça que j'essaie. Dans la thèse, j'analyse qu'est-ce qui préside au changement des noms. Voilà. Comment le pouvoir décide-t-il? Quel est le mécanisme pour dire, allez, on enlève celui-ci, on met celui-là. Et donc, l'analyse que j'ai fait dans la thèse, c'est une analyse sémique. Ça veut dire, quand on enlève un nom, on met un autre. Mais un nom, c'est quoi? Ce sont des sèmes. Les sèmes, c'est la plus petite quantité de sens. La plus petite quantité de sens dans un mot. Lorsqu'on dit par exemple, allez, prenons le cas de, comme je disais, un 24 novembre, ok? 24 novembre, on remplace par le 17 mai. 24 novembre, si on analyse 24 novembre, les sèmes de 24 novembre, ça veut dire quoi? C'est une date, n'est-ce pas? Ça renvoie à une date. C'est différent avec Colonel Ebea. Colonel Ebea, ce n'est pas une date. Alors, ces éléments-là, ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est ça qu'on appelle les sèmes? Donc, dans un mot, dans un nom des lieux, le nom là traîne des sèmes. Les sèmes qui peuvent renvoyer soit l'histoire ainsi. Donc, j'analyse maintenant les changements. Dans la thèse, j'analyse les changements. Je prends le premier nom, je le mets en face du deuxième nom et j'analyse qu'est-ce qui a changé. On peut donc trouver, par exemple, qu'il y a un changement où on garde la nature du toponyme, par exemple. Ici, c'est un homme. Là-bas aussi, c'est un homme. Donc, du coup, il n'y a pas de changement sur le sème nature de l'objet. Mais on peut trouver que de manière idéologique, c'est un homme là-bas, c'est aussi un homme ici, mais ces deux hommes-là sont opposés. Si on remplace donc le nom de Lumumba par celui de Mobutu, on garde deux hommes, mais il y a une opposition quelque part. L'idée, c'est de dire, chaque fois qu'on a changé, il y a une opposition de sens dans les deux noms. Bokassa, Lumumba, Tombalbaye, ce sont des noms. Hein? Bokassa, vous connaissez l'avenue Bokassa. Ça va faire 30 ans qu'on l'appelle désormais l'avenue Lombo. On l'appelle toujours Bokassa. Tombalbaye, c'est derrière nous. On l'appelle toujours Tombalbaye. Mais ça va faire près de 20 ans, plus de 20 ans, que ça s'appelle l'avenue Taboulay, Rochereau. Voilà. Donc, je considère que ça, ce sont des résistances. Ça, c'est un autre débat. Ce n'est pas dans ici, mais je peux l'évoquer parce que ça vous tient tant. Donc, dans la résistance, il y a plusieurs raisons qui justifient pourquoi la meilleure illustration, c'est 24 novembre. On l'appelle toujours 24 novembre. Voilà. Alors, mais pourquoi les gens continuent toujours à rappeler 24? C'est ce que j'analyse dans le nouveau livre. Ce sont les raisons des résistances. Et les raisons, on peut assez rapidement les évoquer, on peut les catégoriser en deux ou trois. La première, c'est la méconnaissance. Il y a beaucoup de gens, quand je disais, j'évoquais tout à l'heure les noms qui ont changé, j'ai vu que vous sourcillez, ça veut dire que vous ne savez même pas qu'on a changé ces noms-là. Okay. Donc, il y a des gens qui ne connaissent pas, et ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent continuer à utiliser les anciens noms. Rassurez-vous, il n'y a pas que les gens de votre âge. Dans cette ville, j'ai parlé avec des Quinois d'un certain âge plus âgé, dans la soixantaine, presque la soixante-dizaine. Ils sont étonnés quand je leur dis que la place Victoire, que vous connaissez tous, la place Victoire, cette place Victoire, ça va faire 50 ans, depuis 73, que cette place ne s'appelle plus Victoire. C'est la place de l'indépendance, mais on l'appelle toujours place Victoire. Pas très loin de là, vous avez la place Gambela, le rond-point Gambela. Ça va faire autant d'années, ça s'appelle la place du Sergent, mais on l'appelle toujours... Voilà. Alors, si vous l'appelez Gambela, c'est parce que vous ne savez pas qu'on a changé. Et même ceux qui étaient là quand on a changé, il y en a qui ne savent pas qu'on a changé. Donc, première explication, les gens ne savent pas qu'on a changé. Deuxième explication, c'est de la résistance. Les gens peuvent dire, ils n'aiment pas pourquoi on a changé, on discute. Et donc, parce que ça ne me plaît pas le changement, il peut continuer à appeler comme ça. Alors, dernière explication qui paraît quand même la plus plausible, même si on n'y fait pas très attention, c'est la pertinence, c'est la raison de la pertinence.
quand nous parlons, c'est lui qui parle. Si je ne sais pas la théorie là, on appelle ça théorie de la pertinence. Quand nous parlons, on se veut pertinent. Ça veut dire que quand je parle à quelqu'un, je veux qu'il comprenne ce que je lui ai dit. Et donc, c'est lui qui parle, il fait un effort de faciliter la tâche à la personne à qui il parle. Alors, pour lui faciliter la tâche, et on le fait de manière inconsciente, hein, on n'en a pas nécessairement, c'est pas décidé. Non, ça veut dire que pour faciliter la tâche, moi je sais que cette avenue qu'on appelle Bokassa est depuis longtemps l'avenue Luambo. Mais parce que je parle à des gens, je soupçonne qu'ils ne connaissent peut-être pas, je veux utiliser le nom qu'ils connaissent. On appelle ça procès de la théorie, la pertinence. On parle pas pour faire genre, on parle pour être compris. Et donc c'est lui qui parle. Il se met à la place de la personne à qui il parle et il essaye de lui faciliter déjà la tâche. Et donc c'est comme ça qu'en facilitant la tâche, on se dit mais tiens, est-ce que la personne, est-ce qu'il connaît que l'avenue 24 s'appelle désormais Libération? Alors pourquoi je vais m'encombrer de Libération? Je lui dis carrément l'avenue du 24, comme ça lui facilite. Donc ce n'est ni de la résistance, ce n'est ni de l'ignorance. Il est au courant, mais il veut être pertinent pour faciliter la communication. Et donc, en facilitant la communication, il y a des choses qui arrivent finalement dans la facilitation de la communication. Et ça rentre même dans le discours médiatique, même dans les discours officiels. Non, le gouverneur de la ville, quand il parle dans une allocution sérieuse, parce qu'il veut être pertinent, il utilise les anciens noms. Alors que c'est l'autorité qui est changée de nom. Non, on veut être pertinent au point que qu'est-ce qui arrive maintenant, même dans les discours médiatiques, vous entendez souvent dire, s'il est gentil, il dit avenue du 24 novembre, avenue Libération, ex-24. Alors, ce qui arrive maintenant, c'est quoi? De plus en plus, on commence à enlever le nom. On dit tout simplement sur l'avenue ex-24. Pourtant, la locution ex est utilisée pour faciliter le passage de l'ancien nom au nouveau nom. Ce qui se fait maintenant, c'est qu'on enlève le nouveau nom. On dit seulement ex-24. Et donc, tout ça, ça participe à ce que les gens ne changent pas et ça continue. Mais l'idée ici, ce n'est pas le changement. L'idée dans la thèse, c'est l'idéologie derrière les changements de nom. Parce qu'à partir de nom, on peut retracer l'histoire. Oui, moi je dis, quand je termine le travail, c'est la recommandation que je faisais dans le travail. Tu vois. Changer de nom des lieux, ce n'est pas une mauvaise affaire. Mais il faut que le Congo, la RDC, mette en place ce qu'on appelle une autorité toponymique. L'autorité toponymique, ça veut dire que c'est une instance qui va réguler, qui va régenter, qui va discuter toutes ces questions des noms des lieux. Voilà. Avant de donner des noms des lieux, il faut qu'on ait une instance qui définisse, qui dise ça va s'appeler comme ça. Parce que maintenant, ça ne se fait pas comme ça. Maintenant, c'est, voilà, je vous parle du boulevard qui va s'appeler Étienne Tshisekedi. Mais l'avenue Willery à côté, on continue toujours à l'appeler Willery. Ça va faire 30 ans que ça s'appelle l'avenue de la démocratie. Okay? Ça s'appelle l'avenue de la démocratie, on l'appelle toujours Willery. Mais on a ajouté un autre nom. On l'appelle, avec le gouverneur Gentini, il a débaptisé, il l'appelait Étienne Tshisekedi, ça aussi. Ça s'appelle aussi Étienne Tshisekedi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une autorité toponymique qui décide de ces questions-là. Parce que les questions de nom des lieux, ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Au niveau de l'Organisation des Nations Unies, depuis 1959, il y a une résolution qui recommande à tous les États membres d'avoir ce qu'on appelle une autorité toponymique qui décide des questions des noms à donner, des noms géographiques. Bien, pardon, la RDC n'a pas. Nous n'avons pas jusqu'à maintenant. Sinon, on n'aurait pas ce que je dis là. Est-ce que vous savez que c'est lui qui, le tout premier à être dans un quartier, un nouveau lotissement,
moi, j'ai un nom dans mon quartier. J'ai une amie qui a mon nom parce que j'ai tout le premier et puis tu prends et puis c'est fini. Donc, il y a un désordre terrible. Il faut qu'on ait une autorité toponymique. Pourquoi une autorité toponymique et pourquoi c'est la recommandation de l'Organisation des Nations Unies? On peut se dire, mais tiens, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, les Nations Unies, dans les affaires de l'État? Non, la question de la toponymie n'est pas qu'une affaire interne, pour plusieurs raisons, notamment celle-ci. Parce que on peut nommer les choses qui vous mettent en relation avec d'autres pays. Pour votre information, ce pays s'appelait pendant longtemps Zaïre et le fleuve aussi s'appelait Zaïre. Mais le fleuve n'est pas le fleuve de notre pays. Il y a en face les gens qui considèrent que c'est aussi leur fleuve. Donc pendant longtemps, ce fleuve, on l'appelait du côté de Brazza, fleuve Congo, et de ce côté, on l'appelait fleuve Zaïre. Maintenant, dans les cartes internationales, parce que ça relève là de l'Organisation nationale, on met quel nom? Vous voyez comment c'est important. C'est pas une question à prendre à la légère. Les noms des lieux, ce n'est pas aussi, simpliste que ça. Ça c'est pour réguler des problèmes entre les États. Il faut qu'on se mette d'accord comment on appelle et comment on écrit. Même la manière d'écrire, il faut qu'on se mette d'accord. Et donc, il y a un groupe d'experts aux Nations Unies qu'on appelle le groupe d'experts de normalisation des noms géographiques. Normaliser, c'est donc ça. Comment ça va s'appeler? Comment on va écrire ça? Est-ce qu'on écrit avec en petites lettres, en grandes? Voilà. Est-ce que c'est en anglais? Si c'est en anglais, quelle est la version française? Donc, on appelle ça la normalisation. Il faut normaliser les noms des lieux pour la raison que j'ai donnée avant, parce qu'il y a des implications entre États, mais même en interne. Lorsqu'il y a des catastrophes, par exemple, il y a des catastrophes et qu'on a besoin d'intervenir, on a besoin qu'il y ait des interventions qui viennent d'ailleurs. Mais si chez vous, dans votre pays, vous avez un désordre sur les noms, ça peut poser problème. En urgence, on ne sait pas où est-ce qu'on va poser ça. Lorsqu'on dit qu'il y a une catastrophe, je le dis, sur le boulevard, par exemple, Étienne Tshisekedi, et que dans la même ville, il y a 4, 5, 6 avenues qui s'appellent Étienne Tshisekedi, ça peut perturber les gens qui doivent venir en intervention en urgence. C'est où ça va se passer. Voilà. Ça, c'est au niveau de la ville, mais ça peut être au niveau de la République. Parce que quand vous allez à travers la République, vous retrouvez que les mêmes noms qui sont ici sont répliqués aussi dans d'autres villes, dans la même configuration. Donc, il y a une importance qu'il faille accorder aux noms géographiques, c'est comme ça qu'on appelle ça. En tout cas, la nomenclature des Nations Unies, ça s'appelle les noms géographiques. Ça veut dire il y a une importance capitale qu'il faille accorder. Et donc, pour faire sérieux, il faut instituer une instance qu'on appelle l'autorité toponymique.